Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences, un projet qui est né du cheminement de ma propre résilience. La motivation qui anime le podcast est de créer de nouveaux paradis, un monde plus juste au travers duquel les humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est tout simplement de partager des sujets qui font du bien à l'esprit et au corps. L'éveil des consciences podcast, c'est quoi ? C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Bonjour Céline. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, je suis super contente de t'avoir au micro du podcast de l'éveil des consciences. Je suis contente de présenter aussi aux auditeurs et aux auditrices ton travail, ce pourquoi tu œuvres, et aussi te présenter en tant qu'individu, puisque je t'ai rencontré il y a de ça très longtemps, et je t'ai aussi suivi sur les réseaux depuis plusieurs années. Oui, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Comme on disait la dernière fois, il n'y a pas de hasard, parce qu'en fait, on se croisait plus que vraiment se connaître. Et on se redécouvre maintenant, finalement. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment comme si les chemins s'étaient retrouvés puisqu'on partageait pas mal de choses. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu as créé la méthode Olinona. C'est une méthode qui regroupe florithérapie, conseils ayurvédiques, tirage d'oracle et même résonance de bol tibétain. Alors, je tiens aussi à préciser quelque chose qui me tient à cœur aussi, puisqu'il y a de ça quelques années, tu as créé un compte Instagram, Les Sourires de Céline. Oui. Tu as quand même 21 000 followers qui te suivent, donc tu inspires énormément de personnes et tu continues, puisque aujourd'hui, tu as une deuxième activité en tout cas, et puis tu as lancé ton compte Instagram aussi, Olinona. Donc, tu donnes des conseils, des outils et des explications sur ta méthode. Ma première question, ce serait de te demander, est-ce que tu pourrais toi-même te présenter et aussi nous expliquer pourquoi ton cheminement, en tout cas, t'a mené à créer cette méthode? Alors, bon, déjà, enchantée à tout le monde, à tous ceux qui écoutent. Je m'appelle Céline, j'ai 34 ans. Je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Ma maman est d'origine méditerranéenne. J'ai 2 petites filles et je suis enceinte de ma 3e fille. Donc, force féminine, comme on disait tout à l'heure, plus à la maison. Le papa est entouré de femmes. Pour son plus grand bonheur. Oui, c'est ça, on s'occupe de lui. Et voilà, donc depuis plus d'une bonne année maintenant, j'ai créé le compte Olinona, qui s'occupe principalement des femmes d'ailleurs. Donc voilà, on reste toujours dans cette féminité et dans ce bien-être féminin. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussée à t'intéresser au bien-être féminin particulièrement? Alors, le bien-être, déjà, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma maman était magnétiseuse radiesthésiste. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi a toujours été normal. Normal au point que j'ai cherché à faire autre chose. C'est très étrange hein, ce que je peux dire là. Ça peut paraître en tout cas très étrange, mais c'était tellement banal voilà, d'avoir ce bien-être et puis toute cette façon de penser un peu plus spirituelle autour de moi, que c'était devenu mon quotidien et je ne voyais pas forcément ça comme une profession. C'était juste ma vie au quotidien finalement. Donc voilà, j'ai eu plusieurs parcours. J'ai été diplômée en optique, j'ai fait une licence de langue, je suis partie vivre à l'étranger, je suis revenue en France. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses et finalement, ça résonnait pas, ça ne vibrait pas. Ouais, Donc, on a eu d'ailleurs un échange sur ça en oui. disant qu'on avait aussi ce parcours. Je me reconnais beaucoup en ce que tu dis, où tu as expérimenté plein de choses, quoi, mais tu sentais que ça n'allait pas. Oui, et puis c'était des choses qui réussissaient en fait. C'est ça qui Ouais. était très paradoxal de se dire, mais j'y arrive, je suis bonne dans ce que je fais, mais non, j'ai pas de plaisir à le faire en fait. Voilà, et c'est limite douloureux. Il y a même un moment où on se questionne, où on se dit, mais finalement, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que j'ai pas vraiment trouvé la voie dans laquelle je devais être simplement? Et puis voilà, après, donc, je suis devenue maman.
Et là, ça a été le bouleversement, mais vraiment un bouleversement énorme. Je dis que je suis née une deuxième fois quand ma première fille est née, je suis née une deuxième fois avec elle. Et j'ai découvert des choses en moi que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert une force, j'ai découvert une façon de penser et de voir les choses qui était tellement différente de ce que je pensais être sur certains points et sur d'autres points qui accentuaient tellement ma personnalité que voilà, je me suis redécouverte à travers la maternité. Mmh. Donc est-ce que tu pourrais dire que vraiment c'est apparu au moment de l'accouchement ou déjà quand tu étais enceinte, au moment de la grossesse, tu Oui. sentais déjà les transformations? Oui, il y a eu un cheminement dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, en fait. Il y a eu un avant-après et ma première formation, c'était une formation en lithothérapie et je l'ai faite justement pendant cette grossesse. Donc voilà, ça a vraiment commencé là. Il y a eu quelque chose qui me disait non. Et puis j'étais pleine de, bah oui, quand je tomberai enceinte, je reprendrai le boulot au bout de 3 mois. Enfin voilà, tous des Ouais. schémas que l'on a. Mmh. Et en fait, j'étais incapable de le faire. Mais incapable de le faire. Il y avait quelque chose qui me retenait et qui me disait non, ta place, elle n'est pas dans ce que tu étais avant. Ta place, elle est différente. Elle est là, regarde là, ta place, elle est là maintenant. C'est fort quand même, c'est quelque chose que tu as vraiment Mhm. ressenti comme un appel, où Oui, c'est tu ça. pouvais pas quoi, repartir dans ton train-train, ton quotidien. Comment tu as mis ça en place justement? Tu as décidé de prendre du temps pour toi, pour le bébé, de te couper, Oui. de ta profession? Bah alors, c'est ça. Donc, en fait, la première année vraiment de ma fille, donc j'ai fait pendant toute la grossesse ma première formation. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle la première année. Et puis, je reprendrai le boulot au bout d'un an. Voilà, il restait quand même un petit truc, hein, ça part pas comme ça. C'est comme, le côté sécurité, il y a ce côté sécurisant aussi, tu sais? Et limite, dans la norme sociale, quand tu Mhm. accouches, tu dois repartir C'est travailler. ça. Oui, c'est normal en fait. C'est normal. Et, et je pense qu'à ce moment-là, ça a commencé à germer, où je me suis dit, est-ce que vraiment la place de la femme, alors voilà, sans parler de féminisme ou les femmes et les hommes et tout ça, mais est-ce que vraiment la femme a cette capacité à avoir cette régularité qu'ont les hommes? Parce qu'on n'est pas régulière, on est cyclique. On donne la vie, on fait des choses très différentes des hommes. Alors pourquoi on devrait agir comme des hommes finalement? Pourquoi on n'accepterait pas juste d'être différent et d'agir différemment? C'est magnifique ce que tu dis parce que ça m'évoque aussi un podcast que j'ai eu il y a pas très longtemps d'ailleurs avec, Mhm. une femme qui s'appelle Mélissa Carlier, qui a créé justement le flux instinctif libre. Oui, Ça te parle oui, sûrement. oui. Mais d'ailleurs, elle parle de ça aussi. C'est assez drôle que tu réévoques ce sujet où, comme tu dis, biologiquement, la femme et l'homme sont différents. On est dans une société, je pense, où la femme essaye d'être aussi régulière que l'homme. On est toujours dans cette énergie masculine. On en parlera sûrement après, hein, mais voilà, en yoga et en Ayurveda, il y a cette énergie masculine, cette énergie féminine. Et cette énergie masculine, elle est dans l'action. C'est une énergie solaire, c'est une énergie d'action. Et l'homme, il est régulier, il n'a pas de cycle. Donc, il est dans l'action, bien sûr, avec des hauts, des bas. On a tous nos humeurs, nos moments de fatigue. Mais la femme, elle a cette énergie de matérialisation à un certain moment de son cycle, et elle a une énergie plus intérieure à d'autres moments. Mais finalement, la société nous dit tous les jours, tu dois aussi aller au boulot, et tous les jours, tu dois être égal, et tous les jours, tu dois être dans l'action finalement. Ouais. Mais c'est pas réellement, la féminité n'est pas réellement comme ça. Écoute, on est dans le vif du sujet, mais je te remercie. On peut commencer par là, c'est hyper passionnant. On t'écoute Céline. C'était des petites réflexions que je me suis faites au début, en fait, en étant maman au foyer finalement, parce que c'est ce que j'étais, et ce que j'étais fière d'être. C'est toutes des petites réflexions qui me sont venues à l'esprit, en fait, où je me suis dit, mais ma fille vient de naître, est-ce qu'à 3 mois, je suis capable de reprendre le boulot? Mmh. Déjà, ça s'est posé là-dessus. Alors voilà, c'est quelque chose qui est très concret pour beaucoup de femmes. Et est-ce que je suis capable de me séparer de mon enfant? Mais moi, dans mon corps et dans ma tête, est-ce que je suis capable, après avoir vécu quand même un accouchement, après avoir vécu un postpartum, après avoir allaité pendant 3 mois, est-ce que je suis capable là tout de suite et en forme, apte à Mmh. reprendre une activité comme avant finalement, comme si rien ne s'était passé? Ça a germé à ce moment-là en fait.
Mais il y a certainement aussi des femmes qui écoutent, ce podcast aussi, qui pourront certainement, se reconnaître. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous avez aussi ressenti? Peut-être que vous aussi, vous Mmh. avez, ressenti que vous n'étiez pas forcément prête, à repartir avec un rythme de vie à 100 à 200. Merci Céline pour ce partage. C'est vrai que, tu vois, après ma grossesse, j'ai ressenti la même chose que toi. En fait, j'ai eu besoin de prolonger parce que Mmh. je sentais que c'était pas possible, que c'était être à l'encontre de mes envies profondes et de passer à côté de quelque chose qui était essentiel, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, c'est animal finalement comme ressenti, hein. Et à contrario, tu vois, moi j'ai des amies qui étaient pressées de reprendre le boulot parce qu'elles avaient besoin de se retrouver en tant que femmes. Mais Mmh. encore une fois, tout dépend de l'énergie que tu as. Mais voilà, est-ce qu'on devrait pas un moment plus respecter ce que l'on ressent? Parce que les femmes, on est beaucoup quand même dans le ressenti et c'est pas une question de flemme ou de non-envie. C'est vraiment, comme tu dis, aller à l'encontre de ce que l'on peut ressentir. Mmh. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a des femmes qui seraient peut-être capables heu, 1 mois et demi après l'accouchement et qui ont peut-être besoin de Bien retrouver leur sûr. vie de femme également. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc Chacun voilà, est libre. Mmh. voilà et on est tous différents et on a tous aussi notre vécu, on a tous voilà, on a tous vécu l'accouchement d'une façon différente, la grossesse d'une façon différente et c'est quelque chose qui est tellement naturel et sur lequel on met tellement de règles. Voilà, il y a tout ça qui a germé en fait pendant 1 an où bah, je me suis beaucoup exprimée d'ailleurs sur le sujet, sur les sourires de Céline, ce qui a Mmh fait que mh. les gens se sont abonnés sans que je ne le veuille finalement, parce que c'était pas du tout voulu que L'objectif, ouais. c'était pas du tout voulu. Mais c'était très sympa d'avoir échangé là-dessus, Mmh mh. c'était très enrichissant à chaque fois. Alors maintenant, est-ce que tu peux justement nous parler de ces 2 énergies dont tu parlais un peu tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous expliquer, en quoi consiste en fait l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda, c'est le bon maintien de la santé. Alors, on ne prétend pas, enfin en tout cas moi, je ne prétends pas guérir en Ayurveda. Il y en a qui le font, hein. Quand tu vas en Inde, il y a des cliniques qui sont spécialisées en Ayurveda, qui ont des traitements vraiment et qui guérissent et voilà, c'est la plus vieille médecine du monde, c'est reconnu par l'OMS de toute façon. Moi, à mon niveau, en tout cas, je propose juste le maintien de la bonne santé. Alors ça passe par une adaptation alimentaire, donc un nouveau régime alimentaire ou bien simplement un exemple tout bête, mais comme moi là, je suis en anémie Mmh mh. avec la Ouais. grossesse, qui est très courant. Heu, pour contrer l'anémie, il faut diminuer la théine, il faut diminuer la caféine, il faut diminuer le cacao. Voilà, c'est pas des changements radicaux, ce ne sont pas des régimes pour maigrir, ce sont Ouais. simplement des régimes pour mieux être. D'accord. Donc voilà, il y a aussi, d'un point de vue alimentaire, il y a aussi des certaines protéines, certains aliments qui vont aider aussi à ne pas être en dépression. Mmh, Voilà, ce est-ce que sont tu aurais des plein de exemples? petites. Tu peux faire des apports de magnésium, des apports de calcium. Par exemple, au niveau de la ménopause, pour réduire le stress, on conseille de manger beaucoup plus de calcium sous forme de graines, sous forme d'amandes, pas de lait animal, mais voilà, tout ce qui est, apport en chocolat noir, tout ce qui est apport en amandes, c'est super pour réduire le stress. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Donc tu as un point de vue alimentaire en Ayurveda. Tu as un autre pilier qui est tout ce qui est routine d'hygiène de vie. Donc ça comprend le mouvement et le sommeil. Donc le mouvement, très important, d'être toujours en mouvement. On ne te demande pas de faire du sport à Mmh. 100 de tes capacités tout le temps. De toute façon, en Ayurveda, on recommande à faire du sport à 50 de tes capacités, pour dire D'accord, de ne pas t'épuiser, que le sport soit juste profitable. et donc ça te permet de conserver un équilibre? C'est ça, en fait, ça permet de conserver une bonne santé. Donc il y a, D'accord. toute cette partie alimentaire, il y a la partie mouvement, être toujours en mouvement, la partie sommeil, qui est très important, mais voilà, Mmh. chez nous, on en parle beaucoup moins. Et quand, tu vas voir quelqu'un, il va te dire: «Beh, pour être en bonne santé», voilà, il va s'attarder sur ce que tu fais, sur ce que tu manges, sur ce que tu fais comme sport, mais il va pas dire, «Quand la pression de sommeil arrive, même s'il est 20h30, il faut que vous vous couchiez». Parce que c'est là que le sommeil sera le meilleur, le plus réparateur. Et OK. après, il y a aussi toute une partie psychologie. La partie psychologique, elle est très reliée au yoga. C'est pour ça d'ailleurs, du coup, je fais une aparté. La méthode Oli Nona, elle comprend florithérapie,
tirage d'oracle, conseil ayurvédique et yoga thérapie. Moi, dans ce que je propose, en tout cas, c'est de la yoga thérapie. Alors, on ne peut pas dire qu'on est yoga thérapeute parce qu'en France, voilà, il y a des règles. Mais en tout cas, je suis enseignante de yoga thérapie. Donc, la yoga thérapie, c'est adapter le yoga aux mots de la personne. Que les D'accord. mots soient physiques ou qu'ils soient plus psychologiques. Alors, l'idée, c'est vraiment de réussir à calmer le mental par des exercices de respiration, à adapter des mouvements pour que l'énergie revienne là où elle doit être et qu'elle ne soit plus éparpillée ou qu'elle ne soit plus bloquée. Et souvent, on relie la yoga thérapie avant ou après, on l'adapte avant ou après une séance de méditation, que tu D'accord. aimes beaucoup faire d'ailleurs. Oui, j'adore la méditation. Et voilà, le but, c'est vraiment de réussir à calmer le mental. Et, et en fait, j'ai découvert la yoga thérapie, je faisais déjà du yoga. J'ai Mhm. découvert la yoga thérapie au décès de ma maman l'été dernier, où ça a été très salvateur. Ça m'a vraiment... Alors, j'en faisais à outrance, j'en faisais Ouais. 3 séances par jour, parce que je sentais que c'était vraiment à ce moment-là où j'étais bien, Ah ouais. où j'arrivais à me déconnecter, à me retrouver moi. Bien sûr, ça n'enlevait pas la tristesse, ça n'enlevait pas beaucoup de choses voilà, qui accompagnent le deuil. Mais en tout cas, j'arrivais à me recentrer et à me sentir bien dans mon corps à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ça a Wow. une force quand même qui est incroyable. Et toi, de ce fait qu'ils pratiquent encore aujourd'hui, puisque je sais que Mhm. tu as toujours ça dans ton quotidien, la méditation, le yoga, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton évolution dans cette pratique? Qu'est-ce qu'elle t'a réellement apporté dans ton quotidien? Un mieux-être. Si on devrait dire un mot, c'est un mieux-être. Elle m'a apporté un mieux-être et alors, elle m'a permis de me reconnecter à qui je suis. Je pense que j'étais en chemin. Je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves, dont voilà la perte de ma maman, qui Mm. m'ont menée à ce chemin. Et ces moments de calme et d'introspection me permettent, parce que voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, hein, mais en tout cas me permettent de me reconnecter à qui je suis et de réellement voir ce dont j'ai envie, ce qui me fait du bien. Et puis ça me permet aussi de le tester. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs pendant cette grossesse, c'est que voilà, je me suis formée à la yoga thérapie prénatale et je me la suis appliquée à moi-même durant cette grossesse. Et Ah ça, c'était super enrichissant de se dire, mais ouais, cette position-là, elle te fait du bien. Et même d'un point de vue ayurvédique, tout ce qui était routine de sommeil, voilà, routine d'hygiène de vie, prendre du temps pour soi, tout a pris beaucoup de sens parce que j'ai réussi à l'appliquer et à me le tester sur moi-même finalement. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, donc je prends un rendez-vous pour de la méthode Olinona et qui me disent, mais moi, j'ai jamais fait de yoga parce que je finis toujours ma séance par justement un quart d'heure, 20 minutes de yoga thérapie pour dire que tout ce que l'on a intégré mentalement durant la séance puisse être intégré dans le corps également, parce que ouais. l'un ne va pas sans l'autre. C'est un ensemble, hein. L'Ayurveda, le yoga, ça prend le corps dans son ensemble. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais j'ai jamais fait de yoga, moi je suis pas souple. Mais en fait, voilà, Ouais. on se fait une idée, il faut être souple pour faire du yoga et on se fait aussi une idée de si je fais 1 heure de yoga par semaine, voilà, moi je fais du yoga, j'ai l'esprit yoga. Alors que pas Mhm. du tout. Ouais. C'est toute une façon de vivre, c'est une continuité et il faut y aller à son rythme. Il faut prendre le temps comme du temps de qualité et pas comme du temps de quantité. Ouais, c'est ça aussi qui est important. Merci de le repréciser. C'est vraiment la notion de qualité et cette présence au corps et vraiment ce travail du mental. Je voulais te parler de la yoga thérapie dont tu parlais aussi tout à l'heure. Physiquement, tu vas aussi donner des conseils aussi pour que les personnes puissent faire des positions. Mais Oui. est-ce que ça englobe d'autres choses? Tu disais que tu t'adaptais en fonction des besoins. Après, il y a 2 façons d'aborder la yoga thérapie. Soit vraiment tu te concentres sur le corps. Parce que la personne, moi, c'est ce que je fais principalement pendant la séance Solinona, parce qu'on aborde déjà avec le côté ayurvédique, le côté alimentaire, le côté sommeil, routine de vie. Donc voilà, plus vraiment dans le corps.
Mais la yoga thérapie, tu peux aussi aborder le mental, donc avoir vraiment un échange, un rendez-vous d'une heure de discussion pour voir si la personne a besoin de lâcher prise Mmh. ou voir si elle a simplement mal au dos. D'accord, on fait des exercices qui vont détendre ton dos. Mais est-ce que ton mal de dos ne vient pas du fait qu'il y a quelque chose dans la tête qui ne fonctionne pas non plus, qui te bloque? Donc, est-ce qu'il ne faut pas passer par un déblocage de ce que tu as dans la tête pour pouvoir débloquer ton dos? Et dans ce cas-là, on part plus sur du lâcher-prise. C'est pas l'exercice de dos, il se fera du bien, mais il fera du bien sur le coup, mais il n'ira pas au cœur du problème. D'accord. Que Mmh si tu mh. arrives à débloquer, voilà, que la personne lâche tout, qu'elle lâche les tensions, forcément l'exercice derrière est beaucoup plus bénéfique. Parce que les Mmh. tensions ne sont plus là. Ouais. Donc tu t'adaptes vraiment aux personnes, tu prends le temps de les écouter Oui, et de cerner un peu, de sonder les besoins. oui, mais en fait, c'est voilà, c'est là où est tout l'essence en fait du rendez-vous. C'est de pouvoir voir ce dont la personne a réellement besoin, de voir ce qui lui ferait réellement du bien. Parce que voilà, faire un exercice de respiration, c'est super, ça fait du bien à tout le monde, hein. Tu connais Nadi Shodhana, tout ça, ça Mmh mh. ça vide le mental, peu importe ce dont on a besoin, ça vide le mental. Par exemple, si j'ai une séance avec une dame qui entre en ménopause, qui vit très mal sa ménopause, qui a besoin, qui a des bouffées de chaleur, qui a besoin vraiment de lâcher prise, qui a du mal avec son reflet dans le miroir, on va essayer, je vais lui apporter des respirations qui peuvent la rafraîchir. Donc, c'est des clés en fait qu'elle utilisera au quotidien. Je vais essayer de lui ramener son énergie féminine vraiment à l'endroit du bassin, qui est quand même le siège sacré féminin, hein, tout ce qui est bassin, et de refaire circuler toute cette énergie par certains mouvements adaptés à sa ménopause, à son état ménopausé en tout cas. Tout comme tu peux t'adapter au cycle féminin. Tu expliquais aussi tout à l'heure dans la présentation que, les femmes aussi, c'était important, respectent ce cycle féminin. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes phases? Alors, je pense que déjà, on l'a toutes ressenti, rien que la phase des règles. Je pense Oui, que la phase des règles, elle est, voilà, elle est connue et reconnue. Certaines femmes même, ne l'apprécient pas du tout et c'est normal, hein. J'étais la première, même à 20 ans, de dire: «Oh là là, mais non, j'ai mes règles, c'est la cata». À la limite, parfois coller les pilules, quand je les prenais encore, parce que je ne veux plus en prendre du tout, heu, pour être tranquille, finalement. Alors que cette phase menstruelle, elle est très importante, parce qu'elle permet vraiment encore de vider. Et là où il faut que nous femmes, on se rende compte des choses, c'est qu'on se dise que cette phase pour se vider, pour se purger quelque part, pour enlever ce qui n'est plus nécessaire, elle fonctionne dans notre corps, mais elle se fait aussi dans la tête. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement focalisé sur le côté désagréable et ça l'est. On va pas se mentir, c'est voilà, c'est pas sympa. oui, c'est sûr, c'est Mais inconnu plus agréable quand même. voilà, mais quelque part, cette phase, elle sert à se vider. Et quand tu arrives à associer cette phase d'introspection et à te dire: «OK, je me vide le corps, je vais en profiter aussi pour extérioriser tout ce dont je n'ai plus besoin dans la tête et je purge vraiment». Et de se dire: «Bah, cette phase-là, c'est une phase qui m'est profitable» parce que c'est comme si tous les mois, en fait, on avait l'occasion de se vider complètement et de repartir à zéro. Est-ce que tu aurais des conseils justement sur, comment se vider, des outils, des choses à mettre en place, tu sais, des choses qu'on peut mettre en place toute seule à la maison? Alors, déjà la phase des règles, voilà, ce que je conseille, c'est cocooner. Mais cocooner le plus possible dès que vous pouvez. Si vous avez juste envie de vous mettre devant une série, très girly, très bête, peu importe, sous un plaid et de manger du chocolat en buvant, je ne sais, un lait chaud le soir, faites-le. Parce que c'est une période vraiment où on enlève tellement de choses. C'est une phase qui est quand même difficile à vivre. C'est une phase qui est intense pour la femme, qui est bouleversante physiquement et psychiquement. Donc voilà, c'est prendre soin de soi et ne pas culpabiliser de prendre soin de soi. Se dire: «OK, je sais que pendant les 5 jours qui arrivent, je vais pas forcément être bien.
parce que j'ai mes règles et parce que c'est éreintant pour mon corps. Donc, ok, c'est pas grave. Si le soir, je veux rien faire, si j'ai un repas avec des copines de prévu, mais que je me sens pas d'attaque, eh bien, je le décommande. Et Oui, j'explique aux copines, j'ai mes règles, je suis pas bien. Et elles savent tout aussi bien que nous on n'est pas forcément bien à cette phase-là. C'est une phase d'introspection dans le cycle ouais. féminin où c'est l'énergie féminine qui est vraiment là. Donc, c'est une phase où aussi on est capable d'écrire beaucoup de choses. Voilà, c'est une énergie qui est plus féminine, plus douce, plus dans la pensée. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre un cahier, à écrire vos ressentis pendant cette phase. C'est vraiment une phase où l'énergie féminine, donc l'énergie de douceur, l'énergie intérieure, si je peux dire, est forte. La création est forte à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est être à l'écoute de soi et savoir aussi dire non. Ça aussi, Oui. c'est un gros sujet. Mhm. Savoir dire non, parce que Ouais. certainement que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront, mais on a tous eu, ce moment où on disait: «Oui, mais en fait, on pensait: "Non, je ne veux pas y aller" ou "Je ne Alors que veux pas oui, y j'y aller"». vais. Mais c'est ça. Du coup, ça Ouais. aussi, c'est important de le souligner, ouais. Ouais, c'est important de. Et voilà, c'est que 5 jours dans le mois. Ou 6 ou 7, hein, parfois ça varie un petit peu, on n'est pas toutes égales à ce niveau-là. Mais c'est 5 jours où on a besoin de penser à soi, finalement. Ouais. Ensuite, tu as la deuxième phase, tu as la phase préovulatoire, où là, tu ressens l'énergie qui monte. Parce que voilà, ta période de règles est finie. Donc déjà, physiquement, tu ne dois plus penser à prendre des choses pour te protéger, tout ça. Et puis, tu as purgé tout ce qu'il y avait à enlever. Donc là, c'est une phase vraiment de création, une phase d'énergie montante. Donc là, tu vas sentir au fur et à mesure ton énergie qui remonte. Donc, tu vas avoir envie de te retourner vers l'extérieur. Tu vas avoir envie dans tes pratiques sportives de refaire des pratiques peut-être un petit peu plus soutenues que pendant ta phase de règles. Voilà, la méditation, le yoga doux, tout ce qui est yin yoga, c'est très bien. Ce sont des choses qui détendent, par exemple. Et pendant cette phase préovulatoire, l'énergie remonte. Donc, il faut être aussi à l'écoute de tes envies. Si les premiers jours, tu n'as toujours pas envie de faire grand-chose, tu restes dans ce mode cocooning. Par contre, si tu as envie de revoir des gens, ouvre-toi à l'extérieur. Si tu as Ouais. envie d'aller courir 10 minutes, va courir 10 minutes si ça te fait du bien, parce que ton énergie remonte, en restant quand même énergie féminine, donc énergie créatrice. D'accord. C'est vrai que c'est vraiment, comment on peut dire ça? Un puits de ressources en tout cas, où Ouais. ça nous permet aussi de savoir et de nous organiser aussi, c'est important. Oui, mais Mmh. en fait, je pense que quand tu as cerné ces 4 phases, parce qu'il y a 4 phases, donc après, pour faire un peu plus rapidement, mais tu as la phase ovulatoire où là, tu es logiquement à fond. D'ailleurs, c'est une phase, voilà, c'est la phase où l'on peut concevoir. Donc, c'est une phase vraiment où on est tourné vers l'extérieur. C'est la phase de l'amour, hein. On est tourné vers l'extérieur, on a envie de faire des choses. Et où là, on est dans une énergie beaucoup plus d'action, donc une énergie plus masculine. Et après revient la phase prémenstruelle où petit à petit, ça redescend. Donc, petit à petit, il faut être à l'écoute de son corps pour redescendre avec cette énergie. Et Ouais. ensuite, réattaquer la phase des règles. Mais oui, comme tu disais, c'est le fait de connaître ces phases et de se dire, OK, alors, je connais mon cycle. Je sais que dans cette phase-là, je vais avoir besoin d'être centrée sur moi. Et je l'accepte. Parce qu'à ce moment-là du cycle, je suis cette femme du cycle. Je suis une femme qui a besoin de douceur, de se retrouver, d'écrire, de penser à soi. Et puis, dans 15 jours, par contre, je serai en phase ovulatoire. Alors là, je vais être au taquet. Là, je sais que je vais être au taquet. Mais de le savoir, ça te permet d'anticiper les choses, pas forcément pour adapter tes activités, mais pour toi mieux les vivre, en fait. D'accord, ouais. Pour pas Mmh. te... Tu vois, voilà, tu sais que tu vas avoir tes règles. C'est pas pour autant que tu ne vas pas aller au boulot. Malheureusement, dans notre société, même si ça commence à changer un petit peu, voilà, heureusement, mais tu sais que, voilà, tu sais que tu vas devoir te lâcher la grappe quelque part et te D'accord. dire, waouh, je sais que là, pendant 5 jours, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me laisse tranquille. Par Beaucoup de contre, bienveillance envers voilà, nous-mêmes. Mmh. ce qu'on manque cruellement. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais je voulais aussi, te demander de nous expliquer en quoi consiste la florithérapie. Ça a l'air d'être un vaste sujet très Ouais, c'est inspirant. chouette. C'est très, très chouette.
Après ma, après ma formation lithothérapie, je me suis tournée vers la florithérapie. Alors, la florithérapie, c'est tout ce qui est fleurs de bac, élixirs floraux. Je pense que voilà, on en entend souvent parler. Ça part du principe, donc ça a été créé par le docteur Bach Ouais. entre deux guerres, donc dans une période pas terrible, en Angleterre, où en fait, voilà, alors, pour la petite histoire, le docteur Bach était très malade. Les médecins lui avaient donné que quelques semaines, je crois, à vivre ou quelques mois. Et il s'est dit, bon, lui-même était médecin, et il s'est dit, ben, je vais essayer de faire d'autres choses, je vais essayer de découvrir de toute façon, quelque part, je n'ai rien à perdre. Mm. Et il s'est intéressé aux fleurs. Et il s'est rendu compte que certaines fleurs agissaient sur nos émotions. Donc en yoga, en Ayurveda, l'émotion est liée au mental. Et que lorsque tu arrivais à calmer certaines émotions, ça avait un impact sur tout ton être. Donc il a réussi, il a fait des études et il a associé chaque fleur à un état émotionnel. Ensuite sont venues les fleurs contemporaines, parce que forcément, ça a commencé en Angleterre, mais ce que l'on trouve en Australie n'existe pas en Angleterre et inversement. Et là est arrivé un panel de fleurs qui agissent sur les émotions. Donc, une fleur va agir sur une émotion. Et alors, moi, je propose des élixirs de 7 fleurs maximum. Donc, dans ces élixirs, voilà, le tout, c'est de parler avec la personne et de voir quels sont ses réels besoins émotionnels. Moi, j'appelle ça faire un bilan émotionnel. C'est comment tu te sens maintenant et qu'est-ce que tu ressens. Par exemple, quand une personne traverse une phase de deuil, est-ce que tu as du mal à vivre cette phase de deuil parce que tu as perdu la personne et elle te manque? Ou parce que tu as le souvenir que cette personne a souffert? Ou Oui. parce que, voilà, ça peut être beaucoup de choses à la fois, ou parce que ça a été tellement rapide que tu as ce choc qui reste en toi quelque part et qui n'arrive pas, t'arrives pas à passer au-dessus. Donc voilà, c'est de trouver vraiment les fleurs adaptées pour calmer le côté émotionnel. Alors, ça n'a rien de magique, hein. Si je te donne un élixir floral pour retrouver la confiance en toi, tu vas pas te lever le matin en disant waouh, Aujourd'hui, confiance. aujourd'hui je suis au top du top. Ouais. Mais disons, tu vas être plus juste envers toi-même. Tu vas réussir à te dire ok, alors oui, ça je ne sais pas le faire, par contre, ça je sais le faire, donc je vais me diriger vers ce que je sais faire. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou plusieurs exemples justement en fonction des émotions, par exemple, justement, si on veut renforcer la confiance en nous? Alors, pour la confiance en soi, il y a le mélèze, qui est une fleur super. Ça booste vraiment la confiance. Bah, voilà, encore une fois, ça n'a rien de magique, ça te donne une clé pour ouvrir une porte qui est en toi. C'est-à-dire que pour les fleurs de bac, en tout cas, moi, c'est ma façon de le voir et de faire fonctionner, ça t'ouvre des portes qui te sont fermées et que tu ne te laisses pas ouvrir pour des raisons X, Y, hein, les mémoires générationnelles, ton vécu, tellement, tellement de choses. Euh, et un élixir de mélèze peut t'aider, par exemple, si tu commences à le prendre 15 jours avant un examen, à te sentir capable le jour de l'examen. Ça ne te fera pas avoir ton examen si tu n'as pas travaillé. Bien Encore sûr. une fois, voilà, il faut y mettre du sien aussi. Mais tu te sentiras capable et tu seras moins dans le doute. Une fleur que j'aime beaucoup aussi, par exemple, c'est la fleur, l'étoile de Bethléem pour tout ce qui est choc. Souvent, cette fleur, elle est très efficace et elle peut remonter à des chocs qui sont soit très récents ou soit très anciens, voire même inconscients dont on ne se souvient plus, comme par exemple un enfant qui est né par césarienne et qui a été séparé de sa maman tout petit. On s'en souvient plus. Nous, en tant qu'adultes, on s'en souvient plus. Par contre, on peut avoir un tempérament de quelqu'un qui a toujours peur de la séparation, un enfant qui a du mal à se séparer de ses parents, qui a du mal à dormir, et ça peut remonter à ça. Donc, cette fleur, elle va apaiser ce choc de naissance de la séparation. Et ce qui est intéressant avec les fleurs de bac, surtout quand on travaille avec des mamans, parce que voilà, encore la féminité est quand même au centre de tout ça. Quand je travaille avec des mamans et que souvent elles prennent des élixirs floraux, ça a une incidence sur les enfants. Très Ok. chouette de voir cette connexion. De même, quand on donne à des enfants,
il y a forcément une incidence sur les parents. Si tu Ok. donnes à un enfant une... Même... Alors ça, c'est très typique des mamans. Par exemple, les mamans qui s'en font beaucoup pour leurs enfants. Qui sont... faut faire attention, j'y suis passée aussi. Hein, et je pense que j'ai pas fini avec l'adolescence qui Ah arrive. bah ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de périodes, je pense, de stress hein, quand tu as Oui, des enfants. c'est ça. Et en fait, il y a une fleur qui aide à faire confiance en l'expérience de l'autre. Donc, elle va pas t'aider à moins t'en faire. Ouais. C'est juste que tu vas te dire, tu vas réussir, en tout cas, au fur et à mesure, ton cheminement va te mener à te dire, OK, c'est dangereux, je le sais, je lui ai dit, mais je lui fais confiance. Et il faut qu'elle fasse son expérience. Il faut qu'elle apprenne. Je dis elle parce que je me projette avec mes filles. Hein, et finalement, en donnant cette fleur à la maman, l'enfant va ressentir que la mère lui fait confiance, donc va aussi réagir aussi différemment. C'est très intéressant en fait, parce que ce côté émotionnel, c'est là où on se rend compte que l'énergie que l'on a en soi, que l'on manifeste dans le mental, qui se manifeste dans notre corps, a aussi une répercussion sur tout notre entourage. Ça donne envie d'expérimenter. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, des ressentis, vraiment quelque chose qui t'a débloqué ou t'as ressenti qu'il y avait eu une évolution? Alors, la plus flagrante, et je la prends souvent en exemple, je la prends souvent. Non, alors il y en a deux. Il y en a une qui est très très flagrante pour moi. Mon mari est très terre à terre, très terre à terre. Voilà, on fait la balance un petit peu dans Vous le couple. complétez. Exactement. Et puis quand j'ai commencé à faire ça, alors moi qui suis toujours dans la passion, hein, je suis Vata en Ayurveda. Vata, c'est le vent, c'est le mouvement. Voilà. Et mon mari me disait, ouais, mais ces trucs-là, attends, ça marche pas. Alors pourtant, il avait vu sur moi que ça avait fonctionné. Il avait vu que notre fille de 4 ans, qui était, enfin 3 ans à l'époque, qui était très, très attachée à moi, était partie à l'école sans un pleur. Elle n'a jamais pleuré, chose qu'on ne s'était jamais imaginée grâce aussi à tout ça. Enfin, moi, je sais que c'est grâce à tout ça. Il me dit, de toute façon, ça marche pas ton truc. Voilà. Et puis, il me parlait tous les jours du boulot, tous les jours. Il revenait le soir. Et son boulot à l'époque ne lui plaisait pas du tout. Et vraiment, ça lui prenait la tête. Tu vois, les expressions, elles ont quand même Leur sens. Ouais. leur sens. Tu vois, aucun mot n'est au hasard. Ça lui prenait la tête. Il ne parlait que de ça. Et le soir, le week-end, il ne parlait vraiment que de ça tout le temps, tout le temps. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais te faire un petit élixir. Alors, il me dit, bah, vas-y. Mais il a plus dit pour me faire plaisir Que qu'autre chose. Hein. Voilà. pour lui. Donc, je lui fais son petit élixir. Et dedans, je lui mets, je me souviens du marronnier blanc. Je me souviens de ça. C'est la fleur qui t'empêche de tourner, d'avoir ce petit vélo qui tourne, tourne, tourne dans la tête constamment. Voilà, je lui mets les fleurs que j'analyse en fonction de lui, de ce qu'il me dit, de ses ressentis. Et puis voilà, donc j'attends que ça passe, hein, que ça passe son cheminement, parce que ça agit pas du jour au lendemain. Donc je vois qu'il prend bien ses gouttes, donc le matin, le midi, le soir, il est très, très régulier. Donc bon, je me dis, c'est que ça lui fait du bien quand même, sinon il aurait laissé tomber. Et puis au bout de 2 semaines, il me dit, oh, j'arrête de les prendre là, tes gouttes parce que ça fonctionne pas. Je fais, ah bon. Il dit, ça fait combien de temps que tu m'as pas parlé du boulot? Et là, il réfléchit. Il fait, oh, j'en ai pas parlé de la semaine. Et puis je dis, bah, tu vois que ça fonctionne finalement. Et en fait, je pense qu'il en voulait plus parce que ça avait fait son œuvre. Et le deuxième exemple qui était très sympa aussi, c'est pareil, ma meilleure amie, alors qui adore la lithothérapie et tout ça, mais qui n'y connaissait rien du tout en florithérapie, me dit, ah, en ce moment, je me sens pas très bien, j'ai le courage de rien faire, ça fait des semaines que des choses traînent et tout ça. Donc je dis, bah écoute, je vais te faire quelque chose pour dire de te remettre un petit peu en selle, voilà, juste de te remotiver, de te redonner un petit coup de boost. D'accord. Donc je lui fais. Et puis pareil, 2-3 jours après, elle dit, ouais, bon, je les prends, mais ça fait pas grand-chose. Et une autre amie qui était là, elle dit, mais t'as pas mis tous tes vêtements sur Vinted, là? Et en fait, elle avait mis une centaine de vêtements sur Vinted, alors que ça faisait 4 mois que ça attendait. Ouais. Et elle l'avait fait en l'espace de 4 jours à partir Dans de ce l'action, là. moment-là. Ouais. Mais voilà, ça, c'est les exemples les plus flagrants parce que ça part de personnes qui n'y croient pas forcément à la base et de ce fait-là qui s'en rendent compte. Mais c'est vrai que j'ai des retours qui sont très gratifiants et très qui font du bien en tout cas.
qui me font du bien à moi parce que je vois que ce que je fais, ça apporte vraiment et ça aide, en tout cas, ça donne des clés. Et ça, c'est enrichissant quand je sors d'une séance ou quand j'ai un retour comme ça, je m'en sors aussi grandi que la personne qui m'a fait confiance. C'est incroyable. Mais voilà, j'ai des retours au quotidien de mamans qui me disent ben, c'est incroyable, mon fils me refait des câlins, il est plus doux avec moi, ou j'arrive à profiter du moment présent, je pense moins au passé. Et waouh, Ouais, c'est un ça réchauffe le soulagement. cœur, hein. Céline, pour terminer ce merveilleux podcast, est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous expliquer les différents profils en Ayurveda? Alors, en Ayurveda, tu as les doshas, donc ça s'appelle les doshas. Donc, tu en as trois, tu as le Vata, tu as le Pitta et tu as le Kapha. Alors, le Vata, ça va être le mouvement, c'est le vent. Ce sont des personnes qui, comme moi, sont plus dans la passion. Voilà, comment dire, souvent on dit qu'un Vata ne va pas au bout des choses, mais quand il va au bout des choses, il est très performant parce qu'il est passionné. Un Vata, ça a besoin de changement, ça a besoin de mouvement. Tu as le Pitta qui est plus dans la transformation. Donc, ça va être une force tranquille. Le Pitta, ça va être quelqu'un qui aime bien faire les choses à sa façon et qui les fait bien. Et tu vas avoir le Kapha. Le Kapha, c'est la cohésion. Donc, alors, les Kaphas, souvent, on les reconnaît parce que même physiquement, ils ont des profils un peu plus de cohésion. Tu vois, des épaules bien plus larges, tu vois, ils sont vraiment dans la terre. C'est des personnes qui peuvent paraître un peu plus lentes au premier abord, mais qui, quand font les choses, elles y vont vraiment à fond. Et ce qui est bien avec l'Ayurveda, c'est que selon ces profils, tu vas adapter certaines choses. Certaines choses qui font du bien au Kapha ne vont pas le faire au Vata parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. Donc voilà, c'est des petites choses à juste équilibrer. En fait, tout est une question d'équilibre. Mmh. Parce que finalement, on a tous les trois doshas en nous, sauf qu'il y en a un qui se manifeste plus. Et le problème, c'est comme dans toutes les choses de la vie, quand un est exacerbé, forcément, ça n'amène pas de bon. Oui. Par exemple, pour le Mmh. Vata, ce qui va être très bien de vivre avec passion, avec enthousiasme et de faire, exacerbé, ça va être quelqu'un qui fait 36 000 choses à la fois et qui n'arrive jamais à se poser. D'accord. Le tout, c'est de réussir Rééquilibrer. rééquilibrer les choses. Incapable, c'est quelqu'un qui adore dormir, voilà, c'est tranquille, tranquille le kappa, qui adore dormir par exemple, mais s'il dort trop, ça va le déséquilibrer. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce terme que, voilà, pour moi la méthode Olinona, ça ne va pas te guérir, ça va t'aider à t'équilibrer et ça va t'aider à te maintenir en bonne santé, à te maintenir dans un mieux-être et dans un bien-être qui te fait du bien à toi. Parce qu'il y a Mmh. quelqu'un d'autre, d'autres formules, entre guillemets, seront meilleures. On n'adaptera pas les mêmes angles, on n'adaptera pas les mêmes positions. Voilà. Mais en tout cas, c'est de t'apporter le mieux-être qui te correspond le mieux à toi. Alors pour, terminer, ce podcast, est-ce que tu aurais quelque chose, à partager? Quelque chose qui te tient à cœur? Alors c'est vraiment, intuitif, donc à partager aux consciences qui s'éveillent. Par rapport à ce que je fais exactement, Par rapport à ce que tu fais, ça peut être un petit message, un petit mot doux, un petit mot de réconfort, ça peut être ce que tu veux. je pense que en travaillant sur la femme, ce qui revient le plus souvent, c'est que la femme culpabilise et que la femme essaye d'être tout à la fois, sans vraiment s'écouter soi-même. En fait, on veut être performante dans tout et on aimerait l'être et on attend je pense que tout le monde attend qu'on soit performante, mais qu'on ne peut pas l'être toujours et qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Mmh. Donc, je pense que le mot, ça serait déculpabilisez-vous. Ouais. Vivez simplement, voilà, juste se dire, ok, je prends 5 minutes pour moi et je les prends pour moi et c'est bien. Et je me remercie de les prendre pour moi parce que si quelqu'un d'autre avait pris 5 minutes pour moi, je lui aurais dit merci. Ça fait du bien de l'entendre, Alors merci. moi, je me dis merci quand je me masse le ventre le soir avant d'aller dormir. Je me dis merci. C'est 5 minutes, c'est pas grand-chose. Je peux me prendre 5 minutes et c'est important de le faire.
Ça fera justement, certainement l'objet d'un prochain podcast, parce Mmh. que je pense qu'il y aurait Super. beaucoup de choses à dire à ce sujet, ça Oh pourrait oui. intéresser beaucoup de femmes aussi. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Mmh Eh mh. bien, bien sûr, je mettrai en bio, hein, tous les liens, si des personnes aussi souhaitent te contacter, se renseigner aussi sur, ce que tu proposes. Je sais que tu fais aussi des consultations en ligne, Oui. donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à nous partager, on sera super Ouais. contente avec Céline de les lire et puis d'y répondre. Je partagerai, ton site officiel Olinona et puis aussi ton compte Instagram. Voilà. Mmh. Eh bien, merci encore à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à toi, Céline. Merci Evelyne pour l'invitation et de m'avoir laissé cette tribune. Voilà, je ne suis pas la seule à exercer dans le bien-être féminin, à m'y pencher, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense que c'est important de montrer que la femme, a une place différente et qu'il faut s'en occuper. Elle est pas meilleure, elle est pas moins bien, elle est juste différente. Merci, au revoir, Au à revoir. bientôt.